La tradition académique du milieu du 19e montre des tableaux de grand format aux sujets historiques, bibliques, mythologiques et allégoriques de la période romantique. Gustave Courbet maltraite ces conventions en affirmant que l'art historique est par essence contemporain. Le familier et le peuple méritent qu'on les expose avec la plus grande noblesse et ainsi exposera ses œuvres en marge des salons classiques dans un bâtiment qu'il appellera le pavillon du réalisme. Le courant pictural du réalisme était né. Ce mouvement correspond à la représentation objective du monde, rejetant l'imaginaire et l'idéalisation des romantiques, traduisant, entre guillemets, les mœurs, les idées, l'aspect de son époque, plus qu'une simple imitation du réel. Comme l'ostéopathe au toucher feutré palpant le crâne de son patient avec finesse, contrairement à l'académisme, ici, la touche picturale est épaisse, le trait grossier, le palpé lourd, comme pour accentuer la mélancolie. Le cadrage est resserré en mode paysage, en gros plan dirait-on aujourd'hui. Le clair-obscur est présent comme pour délimiter cet autoportrait sur un fond vague, une confrontation presque insoutenable du désespoir dans ce visage aux yeux exorbités, hagards. L'artiste d'apparence joviale, levant le voile sur ses tourments, il dira en 1854, avec ce masque riant que vous me connaissez, je cache à l'intérieur le chagrin, l'amertume et une tristesse qui s'attache au cœur comme un vampire. Ceci n'est pas sans rappeler les tourments des jeunes ostéopathes, livrant intimement leurs souffrances et frustrations, tel un Courbet exclu du salon des réfusés. L'ostéopathie a besoin de réformes académiques visant à faire disparaître, non pas ces jeunes diplômés, mais ces théories d'un autre âge, afin de donner un vent nouveau, tel un ostéo 2.0, avant qu'une révolution copernicienne ostéopathique, issue de cette jeunesse désœuvrée, ne s'en empare. Peut-on entrer dans le réalisme ostéopathique, dans la pratique concrète, hors du champ historique? Les modèles récents peuvent-ils nous permettre d'appréhender l'approche céphalique de façon différente? Peut-on réévaluer la tradition comme thème sans crier au blasphème? Le crâne est une zone corporelle, a priori comme une autre, faite de chair et de sang, pourrait-on dire religieusement, plus prosaïquement, faite de conjonctifs, d'os et de cervelle. Les sciences des matériaux nous enseignent que ceux-ci répondent à des contraintes par des déformations. Ces déformations sont proportionnelles ou non, selon que c'est un comportement linéaire ou non, aux contraintes subies et sont fonction de la nature du matériau. Cette relation entre contrainte et déformation se définit par le terme de rigidité du matériau. Plusieurs modes de comportement peuvent apparaître en fonction du type de matériau et des contraintes subies. On peut avoir des comportements élastiques, des comportements plastiques ou de rupture, qui sont les principaux types de comportements observés. Les tissus humains sont des tissus vivants, et à ce titre, ils répondent à des contraintes comme n'importe quel matériau vivant. Un os de la voûte répond à des contraintes de la même façon que n'importe quel os plat. Cette réponse et l'adaptation qui s'ensuit conduit au plus près de notre pratique diagnostique et thérapeutique. La finesse et la précision de l'auto-organisation des tissus conjonctifs va de pair avec celle de nos gestuels manuels. Nos résultats thérapeutiques en dépendent à l'échelle de ces tissus, bien que d'autres résultats à une autre échelle, celle de la personne elle-même, et non plus uniquement de ces tissus, qui commencent par les effets contextuels, qui donnent une autre dimension plus générale à notre prise en charge. En prenant en considération le contextuel, parce qu'on ne peut pas l'éviter, le conceptuel, le traditionnel, le fonctionnel ou structurel, voire le spirituel, que fait-on de nos mains sur cette boule crânienne? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas. Clique un petit Wookie ou un petit Darky et abonne-toi, jeune ostéopadawan.